Nous allons commencer notre formation avec l'installation des outils. Et la première question que vous vous posez, mais on aura besoin de quoi? Où est-ce qu'on pourra les avoir? Comment on va les avoir? Déjà, en premier lieu, pour commencer à développer avec Java, vous aurez besoin du JDK, Java Development Kit. Java Development Kit va permettre en fait de pouvoir ramener toutes les librairies, toutes les dépendances basiques qui seront utiles pour le projet, pour la création, l'implémentation de votre projet. Vous en aurez besoin pour l'IDE, pour votre projet, pour la compilation, pour tout ce dont vous avez besoin. Maintenant, la difficulté, que les choses ont beaucoup évolué. On est parti de la version la plus utilisée, Java 8, qui était vraiment la version la plus utilisée à l'époque, et aujourd'hui qui a migré jusqu'à Java 24 aujourd'hui. Et dans ces différentes évolutions, il y a beaucoup de paramètres, beaucoup d'éléments qu'il faudrait prendre en compte. Mais l'un des éléments le plus important qu'il faudrait retenir, c'est que quand vous migrez d'une version à une version avec Java, vous devez être conséquent avec les choix que vous allez faire parce que il y a des choses qui ont été abandonnées, il y a des structures de code qui ne sont valides que sur une version et pas une autre, ce qui veut dire que un code développé avec un Java 11 ne pourra peut-être pas fonctionner sur Java 8 si elle n'utilise pas les bases, les références de Java 8 parce que Java 11 a évolué, a ajouté de nouvelles choses, a enlevé de nouvelles choses. Je pense que lorsqu'on aura à faire notre réunion sur Zoom ou dans des séances de pratique ou des astuces, je pourrais partager des éléments sur les points ajoutés et le point retiré. Maintenant, ce que vous devez retenir, c'est que la source officielle aujourd'hui de téléchargement de JDK, c'est bel et bien Oracle. Là, on ne le refuse pas. Mais il y a quand même des difficultés. Quand vous allez, par exemple, sur Oracle, vous allez remarquer qu'ils vont mettre plus en avant les dernières versions. Entre autres, la version euh, Java 21 et vous avez la version Java JDK 24 qui est déjà aussi disponible. Alors, cette version est très bonne, je refuse pas. Mais la seule difficulté, en descendant, vous allez remarquer que vous n'avez que de x64. C'est ça la seule difficulté. La difficulté, c'est que à partir de Java 21, vous n'avez pas de compilation, vous n'avez pas de JDK 32 bits. Ce qui veut dire que si vous avez une machine qui est de 32 bits, si vous avez des clients qui ont des machines de 32 bits, vous ne pourrez pas déployer votre projet dans leur machine. Alors, ce qui peut avoir des valeurs négatives, bon, et positives en même temps. C'est vrai qu'il y a des choses qui ont été ajoutées, donc il serait mieux de recommander à vos clients à l'avenir ou à vous-même de migrer sur le 64 bits. Mais on le connaît, la réalité c'est qu'il faudrait qu'il y ait un produit qui convainc avant que le client puisse investir son temps, son système, ses ressources. Par conséquent, l'idéal c'est de commencer avec une version qui équilibre un peu le tout, c'est-à-dire la version 17. Certes, sur Oracle, la version 17 n'a pas non plus le 32 bits. Donc, je vais revenir pour vous montrer comment est-ce que l'on va faire. Alors, sur Oracle, vous n'avez pas aussi la version 32 bits de JDK 17. Mais JDK 17, c'est vraiment la dernière version dans toutes les versions possibles qui garde encore le JDK 32 bits. Et c'est ce que moi, j'utilise. Et l'idéal, c'est que euh, ce qui est important, ce qui est très très important, c'est de retenir ces éléments-là. Pourquoi? Parce que dans votre programmation, vous devez faire des bons choix. Parce que vous devez réfléchir à la production aussi. C'est vrai que vous pouvez vous avoir un 64 bits, vous allez développer sans problème, mais pensez aussi à vos clients. C'est ainsi que je préfère commencer la formation sur une version équilibrée et vous laissez vous faire le choix de pouvoir utiliser 21 ou 24. Mais pour l'instant, le 17 reste aussi une version LTS, donc il y a aussi un long support.
qui reste encore disponible et qui reste encore la version la plus stable aussi. Donc, c'est vraiment parmi les versions stables telles que le 21 et le 24 aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons faire JDK, mais nous allons faire Optimum. Donc, je, on peut juste mettre opté et vous allez télécharger dans, je vais, bon, on va mettre Optimum carrément. Alors, ici, nous allons télécharger dans le site de Adoptium. Je l'ai mal appelé, je l'ai mal écrit, Adoptium, qui reste en fait une structure qui offre deux versions de JDK, mieux perfectionnées, mieux structurées aussi. Bon, ça reste pas très loin de la version offerte par Oracle, mais l'avantage c'est qu'avec Adoptium, on a la possibilité d'avoir une version 32 bits de Java 17, ce qui reste quand même quelque chose d'intéressant. C'est comme ça que moi, je vais plutôt utiliser le JDK 17 de Adoptium. Donc c'est Adoptium, hein. Voilà, comme ça, on écrit comme eux vont le donner. Alors là, nous serons sur un OpenJDK, ok, qui reste quand même free, qu'on pourra utiliser. Et là, on va choisir, vous avez plusieurs versions. Vous avez pour le Mac, pour le Windows 64 bits, pour, voilà, vous avez. En fait, ce que vous devez comprendre, si vous, de préférence en tant que développeur, je vous recommande d'avoir 64 bits, c'est intéressant. Mais si vous, vous êtes développeur euh, du système, vous devez installer le 2. Vous devez télécharger le 64 et vous devez télécharger le 32 bits aussi. C'est très important. Ça permet à ce que vous puissiez tester les résultats de ce que va donner le 64 et le résultat de ce que va donner le 32 bits parce qu'il y a des ajustements à faire. Dans le 64, qui forcément ne sera pas légal à la configuration, par exemple, de mémoire au niveau de 32 bits, il peut y avoir une légère différence à appliquer au niveau de 64 bits, ainsi de suite. Donc, ça sera très important. C'est comme ça que je dis toujours que la programmation est une chose, la production d'un logiciel est une autre chose. Alors, ce que vous allez faire, vous allez choisir le 30D ou le 64 bits de votre JDK, ok? On prend bien le JDK et on verra avec le temps, on reviendra sur une petite formation qui va faire un récap sur le Java, où on reparlera du JDK en profondeur, on va reparler du JRE, on va reparler de notions basiques. Pour l'instant, prenez le temps de faire de recherches à côté si vous n'avez pas de basique, parce que je ne vais pas trop revenir très bas, mais je ferai de mon mieux d'être le plus simple possible pour qu'on avance ensemble. Donc, ce que vous allez faire, vous allez choisir 64 bits et vous allez cliquer là pour télécharger votre version JDK. Donc, vous aurez une version OpenJDK de 64 bits. Moi, je vais la télécharger là et je vais wait parce que moi, je l'ai déjà. Donc, je ne vais pas forcément attendre à ce que le téléchargement finisse. Je vais aller au séquent outils. Mais on va commencer d'abord par installer notre OpenJDK que moi, j'avais déjà téléchargé. Bon, là, moi, j'ai déjà mes JDK et le 30D et le 64. Donc, vous avez ça directement là. On va installer. Je vais réinstaller spécialement pour la formation. Donc, on va faire suivant. Mais le fait que je les ai déjà, il va me demander de modifier ce que je veux pas faire. Mais en fait, l'installation euh, est pratiquement simple. C'est-à-dire, c'est comme toutes les installations que nous faisons, mais à la seule différence, c'est très important. Je pense que je vais devoir installer une machine virtuelle, comme ça va m'éviter de pouvoir. Euh, euh, J'espère que vous allez pas avoir de soucis parce que je n'ai pas vraiment envie de désinstaller. Euh, j'ai pas envie de désinstaller ce que j'avais. Je vais essayer d'installer. Est-ce que j'avais installé le 32? Ouais, le 32 aussi, je l'ai installé pareillement. Bon, une fois que vous téléchargez, ne vous en faites pas.
Le conseil que je vous donnerai, c'est quoi? Déjà, pas seulement en termes de l'installation. Quand vous êtes développeur, votre nom user ne doit pas être un nom composé d'espace ou quelque chose comme ça. Vous voyez là, j'ai un user HP tout court. Le nom du user doit être un nom sans espace, sans accent, sans caractères spéciaux. C'est très important pour le dev. Et puis, vous allez avoir un endroit dans le disque C ou si vous le voyez ailleurs où vous allez centraliser vos installations. Donc ici, par exemple, on va avoir un endroit où j'ai installé mon JDK 32 bits. OK, donc vous créez un dossier JDK 1732 bits et c'est là que vous faites l'installation de votre JDK. On est d'accord? Pour le 64, vous faites pareil. Pour tous les outils que vous allez devoir utiliser, vous faites pareil. Vous l'installez directement à la racine. Vous ne laissez pas s'installer au programme file. OK? Si vous avez des questions là-dessus, écrivez. Je peux vous orienter. Je peux créer une machine virtuelle rapidement et installer sur cette machine si vous avez réellement des difficultés. Sinon, on peut avancer, hein. Alors, donc, je pense qu'à cette étape, vous aurez déjà eu à télécharger le JDK et puis vous avez installé le JDK dans votre machine. On va passer au suivant. Une fois qu'on a fini d'installer, on va faire le choix de notre IDE. Et ici, nous, dans notre contexte, on va utiliser le STS, donc Spring Tool Suite, parce qu'on va faire du Spring Boot. OK? Donc, on va faire du STS. Donc, vous tapez juste STS. Il va vous ramener sur le site officiel de Spring Boot et vous allez installer Spring Boot. OK? Donc, je veux prendre tout simplement, je peux prendre cette version. Bon, je préfère prendre for Eclipse parce que moi, j'aime bien. Vous avez la possibilité de prendre Spring Tool Suite for Visual Studio. Donc, une certaine combinaison avec. Mais moi, je préfère prendre Spring Tool Suite Eclipse. Donc, vous avez le choix. Vous avez Windows ici. Donc, je vais prendre cette version-là, la dernière version, et je vais la télécharger, tout simplement. Vous allez télécharger. Vous avez le choix. Donc, on a pris le Spring Tool Suite for Eclipse. OK? Vous allez wait que votre téléchargement finisse. Mais là, je vais quand même vous expliquer. Parce que ici, ce que vous devez comprendre avec le STS, c'est que c'est l'IDE que l'on va utiliser qui va facilement nous permettre de faire le starter d'un projet Spring Boot parce que nous allons faire la combinaison de JavaFX Spring Boot qui sera beaucoup plus aisée pour votre introduction et ça sera beaucoup plus simple. Le temps qu'il télécharge, au lieu de mettre pause, je peux avancer sur un autre outil qui nous sera utile. Il est important à savoir que je pourrais peut-être pas épurer tous les outils dont on aura besoin aujourd'hui. Je me dis, pourquoi ne pas prendre les outils qui peuvent nous être utiles dès maintenant et expérimenter déjà. Et demain, quand nous allons revenir, en fonction de vos commentaires, de vos retours, nous allons adapter et avancer avec ces outils et finaliser notre interface. Donc, il y a un lot d'outils que l'on va installer aujourd'hui et nous allons commencer déjà notre développement. Et puis, il y a certains outils que nous allons installer demain. Donc, à vous de faire le choix sur le quand, le comment vous allez devoir travailler. Deuxième outil, nous allons travailler sur le Scene Builder. C'est l'outil qui va nous permettre de pouvoir implémenter graphiquement les interfaces de notre Java. On va le prendre de Scene Builder Glion, de notre JavaFX application. Et je pense que c'est même par là que nous allons commencer notre implémentation. Je vois déjà comment est-ce que nous allons faire notre petite interface, hein, et ça va être chaud et ça va être intéressant parce que on va faire des applications desktop qui peuvent avoir un design assez cool si vous êtes un bon designer aussi. Alors, nous allons tout simplement cliquer sur Download Now
Nous allons choisir la version. Moi, j'utilise Windows, donc je prends Windows Installer. Donc, vous allez prendre, et puis les autres informations, on n'a pas besoin parce que il y a une version qui est free et une version payante. Ben, nous, vous allez remarquer même dans mes vidéos, j'utilise plein d'outils qui sont gratuits. Je vous donnerai des astuces comme Flex Clip, comme Dropcam. Il y a plein de trucs qui sont tellement gratuits pour faire des vidéos, pour faire des enregistrements, pour faire des tutoriels, pour faire tout ce que l'on fait. La vie peut être beau en étant gratuite, hein. Alors, on dit, la vie doit être belle, hein. Désolé. Alors, comme je disais, on a pu télécharger SandBuilder. Donc, je vais prendre, on va installer SandBuilder. Donc, aller, on va installer SandBuilder. Ici, au moins, je vais l'installer. Suivant. Même principe, je vous ai dit. Alors, ce que l'on va faire, c'est que ce que je vous ai pas expliqué dans le JDK, je peux le faire ici. C'est la même chose que vous allez faire quand vous allez installer votre JDK. Suivez juste ça. Ça veut dire que vous allez juste dans votre disque C, vous créez un dossier. Bon, on va l'appeler peut-être formation. OK? Mais créez un dossier sans espace, sans caractères spéciaux, formation. Et c'est à l'intérieur qu'on va commencer à installer tous nos outils. Donc, logiquement, à l'intérieur, vous devez créer un dossier JDK 32 bits. OK? Vous devez créer un dossier JDK 17 64 bits. C'est à l'intérieur de ces dossiers que vous allez installer le, le, les applications. Ici, j'ai dit Scene Builder. OK? Quelque chose comme ça. C'est là que je vais installer mon Scene Builder. Donc ici, dans mon installation, je viens changer la localisation. J'ai dit que ça va pas s'installer, mais ça va s'installer dans le dossier formation et dans le dossier Scene Builder. Donc, c'est pareil que vous allez faire pour le JDK 1732 et les JDK 64 bits. J'espère qu'on s'est compris. C'est tout ce que vous allez faire suivant, installer, rien d'autre. Simple. À ce stade, il n'y a pas à se casser la tête, il n'y a pas à faire de code, il n'y a pas à réfléchir, il n'y a pas encore d'algorithme, tout est simple. Je crois que j'avais juste cliqué 2 fois. Alors, on a notre Scene Builder qui est installé. Donc, on a notre Scene Builder. Là, on peut l'ouvrir. Voilà. Alors, vous avez déjà un aperçu sur un basique application mobile. Ah oui, parce qu'on peut faire du mobile avec Lyon, même si je ne vais pas le former parce que je préfère du Flutter pour le mobile. Donc, pour le JavaFX, on reste sur le desktop. Alors, ce que je veux faire, c'est que je vais prendre un empty, ok? Donc, un truc vite, parce qu'on va partir de 0. On revient d'abord sur nos outils qu'on a pu installer. Euh, le, le, le STS n'est pas encore fini. Ben, il n'a pas complètement fini, donc on va y revenir le temps qu'il finisse complètement. Alors, de toutes les façons, le STS, on va voir ça demain. Parce que demain, on va faire la continuité de l'installation des histoires. Alors, on va essayer un peu sans faire du CSS. Parce que en réalité, l'avantage de ça, de JavaFX, va être sur son CSS. Comment est-ce que on peut faire du design avec du CSS? Et ça, c'est beau. Alors, on va faire comme on est sur le web, on va s'inspirer, on va dire login form. OK? On va chercher un login form. On va s'inspirer d'un login form, mais qui sera beaucoup plus basique hein, sur le couleur. Donc, je prends ce login form là, par exemple. OK? On va aller, on va voir le design. Alors, par contre, le login form ici est vraiment basé sur, bah, voilà. Ben, il est basique. Voilà, c'est un tutoriel aussi en même temps, hein. Donc, ça peut vous être utile. Donc, bref, ce login form est vraiment sur un basique simple. Mais comprenez qu'il y a du CSS dedans.
Maintenant, nous, on va faire une chose. On va comprendre d'abord le fonctionnement basique du JavaFX sans utiliser le CSS directement à ce stade. Et lorsque nous allons commencer la séance de demain, nous allons finaliser avec les installations et travailler le CSS en combinaison. Parce que le CSS de JavaFX est légèrement différent du vrai CSS web. C'est vraiment différent. Je dirais même pas légèrement, c'est totalement différent. Rien à voir. On doit l'appeler autrement. Ça doit être CFX, pas CSS. Mais voilà. Alors, ce que l'on va faire, c'est qu'on va revenir ici. Il faudrait d'abord comprendre cette interface. C'est très simple, c'est pas compliqué. Au centre, vous avez le formulaire, là où vous allez placer vos histoires, vos composants, ainsi de suite. Mais les composants vont se structurer par catégorie. Vous avez ce qu'on va appeler les conteneurs. Les conteneurs, ce sont des composants qui peuvent contenir d'autres composants. C'est des objets qui peuvent contenir des objets. Et il faut faire le choix des conteneurs en fonction de circonstances, en fonction de ce que vous voulez, du scénario, de ce que vous voulez atteindre comme résultat. On va avoir l'étude des cas de différents composants, de différents ainsi de suite et tout. Pour l'instant, moi, je vais prendre un VBox, tout simplement. On va prendre un VBox. Rien de voir. Mais quand vous regardez déjà le VBox par l'icône, parce que ici, vous avez les composants que vous pouvez prendre. Ici, vous avez les documents. Bref, la hiérarchie de ce que vous avez déjà placé dans votre scène. Et ici, vous avez le paramètre de l'objet sélectionné. Donc là, on peut tout simplement ajuster notre truc. OK. Et on peut venir dans Preview. Regardez, donc là, on a notre interface. On peut tout simplement faire aussi, en étant là, on fait simplement CTRL-P et hop, on a notre interface qui s'ouvre. Alors, la première des choses, notre interface ici, dans notre démo web ici, c'est du bleu. OK? Bon, après, je pense que j'avais partagé un truc. Attendez, on va voir un truc. Il y a, bon, c'est pas Photoshop, c'était, voilà, Photopea. C'est un outil que j'ai découvert qui est vraiment très intéressant. Ça peut vous être utile c'est un peu comme si vous travaillez sur Photoshop, mais online. Super simple, hein. Je vous dis, vous n'allez pas le regretter. Sérieux. Vous-même déjà vous regardez, vous constatez que c'est quelque chose de tellement simple et on a l'impression qu'on était sur Photoshop pendant qu'on est sur le web, hein. Alors moi, je le prends parce que on peut l'utiliser pour prendre du code hexadécimal. Bon, par exemple, ici, ce que je veux faire, c'est quoi? Je veux exactement reprendre cette couleur-là. Ce que je veux faire, je viens, je colle là, OK? Je le colle donc je fais CTRL V. Donc j'utilise l'outil de capture d'écran de mon outil. Je viens là, je fais la capture. Il reste en mémoire. Bien sûr, si vous utilisez Windows 11, hein, si vous utilisez une version antérieure, je crois qu'il faut enregistrer et puis venir l'importer ici. Si vous utilisez Windows 11, vous faites simplement CTRL V, il va se coller sur Photopea. À partir de là, je peux connaître le code hexadécimal de cette couleur qui est ce numéro-là. OK? C'est utile quand on veut reproduire exactement un design, une couleur, selon le logo d'une société. On veut reprendre les couleurs de cette société. Ben, c'est important de pouvoir utiliser des outils pareils. Pas besoin de l'installer, juste se connecter sur photopea.com et hop, vous êtes dedans. C'est vraiment intéressant et je pense qu'on va l'utiliser pour faire le design de nos applications en ligne. Comme ça, au-delà de ce que on aura vu comme outil à installer pour le développement, pour le design, on n'aura rien à installer. Pas de Photoshop, pas d'autre chose, juste Photopea.
Alors, on a eu notre design, donc ça veut dire qu'on peut maintenant venir sur le style. Maintenant, ce que vous devez comprendre, c'est que dans les propriétés, vous avez le style, vous avez les styles classes. Le style class, si vous avez déjà travaillé sur CSS, c'est juste des classes CSS que vous allez implémenter dans un fichier CSS. Pour l'instant, comme on n'a pas encore fait du CSS, on va implémenter de style manuellement. C'est le même principe quand on fait du CSS, du HTML et du CSS. On peut faire du HTML et du CSS, deux fichiers séparés, tout comme on peut faire directement appel à des codes, à des bouts de code, de structure CSS dans du HTML. C'est la même chose. Et ici, ce que l'on va appeler, c'est le background color. Vous allez remarquer que la différence, c'est que ce n'est pas le background color basique de CSS, mais il y aura un index au début qui sera -fx background color. C'est pour dire que c'est du CSS JavaFX. C'est différent. Donc, on fait -fx background color et on colle, donc on fait dièse et on colle le code. J'avais copié, j'espère. Le code, ben, je fais CTRL-C et je viens ici, je fais CTRL-V. Voilà. Donc là, on a reproduit déjà en basique, on a reproduit le background de nos dons. En faisant agrandissement, on a déjà le background que on avait dans la version web de notre application qu'on a pu avoir. Donc, ce qui sera déjà intéressant et puis ça nous permet déjà de se retrouver sur un design qui nous intéresse. Parce qu'après, on peut se décider d'enlever les barres de titre, on peut se décider d'enlever tout ce qu'on veut. Maintenant, le principe du conteneur, c'est comme on l'a dit, le conteneur peut contenir un autre conteneur. Je suis clair, j'espère. OK. Ça veut dire que sur le conteneur VBbox, on peut venir placer un autre VBbox qui va être en superposition du premier VBbox que nous avons placé. Et en ce moment-là, on peut établir de propriétés. On peut se dire, ben voilà, lui, il sera centré et lui, il va centrer. Et lui, on va mettre un autre couleur. Donc, on va déjà venir sur Photopea. On dit, ben OK, c'est quoi la couleur qu'il y a là? Ben ouais, c'est le blanc. Tout blanc, 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 blanc. Donc, sur le deuxième VBbox qu'on a, on vient simplement faire un background color dièse FFF qui est le blanc. En ce moment, on a un VBbox qui déjà peut avoir ce que ça peut avoir et tout. Après, on va faire un ficelage. On peut se dire, bon, OK, d'accord. On va ajouter du marge. En ce moment-là, les propriétés vont se subdiviser en trois parties. Vous avez la partie property qui va vraiment faire du property de ce qui concerne les propriétés. Vous avez la partie layout qui va beaucoup plus se concentrer sur le design, c'est-à-dire la taille, les dimensions, ainsi de suite et tout. Et puis, vous avez la partie code qui va gérer les events, le nom du composant, ainsi de suite et tout. Donc, pour l'instant, je peux venir dans le layout et faire un padding, un margin 50. Et quand vous faites la flèche là, il va appliquer le margin partout. Mais pour l'instant, moi, j'ai besoin plus de margin, je vais dire margin 200 au niveau de l'autre côté, de droite, et margin 200 au niveau de gauche. Et ben là, j'ai quelque chose de comme ça. OK? Après, on va se décider, on va faire le choix, on va designer comme on veut, on va structurer, je vais agrandir. En réalité, je ne suis pas obligé de garder cet aspect qui s'agrandit parce que là, il est responsive, hein. Alors, si je me dis, je ne veux pas de responsabilité, en ce moment-là, j'ai la possibilité de fixer, OK? De fixer la taille. Je peux dire, bon, OK, moi, je veux une taille, un width 200 de manière fixe. Donc, je peux la fixer là. Et vous allez voir que le width reste vraiment fixé en fonction, peu importe la taille où on l'ajoute. Elle reste dans sa taille là qui a été fixée. Donc, on a ce choix-là de pouvoir utiliser une structure responsive, tout comme on peut utiliser
un design général. Donc là déjà, on est sur notre truc. Alors comme on avait déjà utilisé un VBBox, en fait, lui va être un composant qui peut aligner les composants de manière verticale. Donc, je peux ajouter un texte. Je peux dire, bon, ok, j'ajoute un texte, tout simplement. Et je dis au VBBox qu'il doit, donc je reviens au niveau de propriété. Je dis VBBox, tu dois être top center. Donc, ça veut dire que tous les composants qui vont entrer dans VBBox doivent être top center. Ça veut dire ils doivent être ils doivent commencer au-dessus et ils doivent être centrés. Et je peux y ajouter un padding dans mon VBBox parce que le margin, c'est la marge extérieure. Le padding, c'est la marge intérieure. Je ne veux pas que mes composants soient aux bordures juste de mes formulaires. À ce moment, je peux dire, bah, OK, ajoute un padding de 20. En ce moment-là, il y a un espace qui va se créer naturellement sur le truc. Alors, on peut maintenant revenir sur notre texte. Donc, on va dire, il avait quoi? Welcome. OK, donc on va mettre welcome. On va faire pareil. Donc, on fait welcome. Bon, après, ça, c'est juste un avant-goût, mais on va vraiment travailler sur notre projet. Donc, après, vous revenez sur propriété. Vous avez maintenant la possibilité, dans le font, d'augmenter la taille. OK? Ben, je suis assez rapide parce que je sais que vous pouvez faire pause, vous pouvez faire replay. Je suis pas obligé de parler lentement. Mais j'espère que je suis pas rapide dans le sens de pouvoir ne pas vous permettre de comprendre. J'espère que je suis quand même lent pour que vous compreniez. Je prends du temps. Mais je prends quand même la possibilité de parler de plusieurs concepts simples, hein. Pour l'instant, on n'est pas dans le code. Il n'y a pas à se plaindre, à se casser la tête. Déjà, dès ce soir, vous commencez avec votre première interface JavaFX. C'est intéressant, non? D'accord. Alors, on va revenir, on va prendre Bolt, ok? On va prendre des effets. Bah, on va atteindre ce qu'on veut, hein. Après, dans son formulaire, il y a un peu de l'ombrage. JavaFX a aussi cette possibilité-là de le donner déjà aussi. Donc, on peut revenir dans Effect, ok? On prend du Drop Shadow, ok? Vous voyez, il y a de l'ombre. Et dans ce Drop Shadow, on peut ajuster, on peut augmenter de l'ombre, on peut faire ce que l'on veut, ce que l'on veut. OK? Alors après, bon, moi on va pas refaire hein, parce que là il faut le design, il faut du CSS. On va juste ajouter du champ texte. Donc le champ texte, on peut ajouter du text field juste là, OK, qui va permettre de pouvoir afficher le truc. On peut ajouter du password field, OK, juste là. Ben voilà, ça va donner. Et on peut dire une chose. Quand tu ajoutes de composants, crée un espace entre les composants. Là, c'est du spacing. Je dis, fais-moi un spacing 10 ou un spacing 20. À chaque fois que vous ajouterez des composants, il y aura toujours un espace, un spacing. Alors, je peux ajouter aussi le label juste à côté de nos textes. Il aura le même principe du spacing. Maintenant, je peux lui sortir de ce principe. Comment? J'ai mis un label, je sélectionne, je maîtrise le contrôle, je sélectionne le label, je sélectionne le texte field et je viens faire clic droit. Je dis wrap in, ça veut dire que je veux l'intégrer dans un autre VBox sans ajouter un VBox et les ajouter. Donc, c'est-à-dire, je veux créer un nouveau VBox qui va les encapsuler. Quand je crée un nouveau VBox qui les encapsule, automatiquement, il prend pas le comportement de margin center, ainsi de suite, parce que c'est un autre conteneur. Vous comprenez? Celui qui prend le comportement, c'est le VBox. Mais à l'intérieur, les composants qui sont là vont prendre un autre comportement que je vais appliquer à ce VBox. Donc, c'est comme ça que si vous comprenez cette logique hiérarchique-là, vous allez facilement implémenter vos interfaces user comme vous le voulez. Donc ici, je peux tout simplement euh, coller face ici et au lieu de pouvoir laisser comme ça, je fais simplement, je sélectionne les deux et je fais wrap in VBox. En ce moment, j'ai dit mot de passe. Voilà. Après, je peux ajouter mon bouton. Donc, c'est un button. J'ajoute mon bouton là. Et j'ai dit ici
connexion. Voilà, bref. Après, il y a un tas de choses à faire, hein. Il y a le design, il y a le CSS, mais pour un début, on a déjà notre login. C'est déjà quelque chose. Donc là, en le lançant, voilà, vous avez votre premier login et puis mot de passe. Et là, le bouton qui va permettre de se connecter. Voilà, je pense que pour aujourd'hui, c'est un bon début et je pense que vous êtes assez motivés. Si j'ai mal formé, vous allez me dire, écrivez en commentaire les critiques, les appréciations. Revenez-moi sur LinkedIn pour que je puisse mieux vous donner demain. En réalité, j'attends vos retours pour faire une autre vidéo demain. Voilà. Les vidéos que j'avais prévues au départ, je vais pas la publier. Je vais faire une vidéo adaptée. Comme ça, je suis sûr que c'est pas juste une formation pour publier, mais que vous allez réellement maîtriser JavaFX. Merci et bonne soirée, bonne journée. Ça dépend de quand est-ce que vous avez suivi cette formation.